Et l'invité de l'Info Week-end ce dimanche est Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Rome et à Paris. Bonjour Avi Pazner. Bonjour ma chère Laurence. Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, beaucoup de sujets d'ordre international à évoquer avec vous, mais je voulais tout d'abord votre réaction à cette accusation de Donald Trump dont tous les journaux israéliens parlent ce matin. Accusation destinée à Benjamin Netanyahou, l'ancien président américain qui accuse ce dernier de ne pas avoir vraiment recherché la paix avec les Palestiniens lorsqu'il était Premier ministre et que Benny Gantz aurait été un meilleur candidat pour mettre en œuvre le plan de paix de Donald Trump. Que penser de cette sortie de Donald Trump ? Eh bien, premièrement, qu'elle est typicale de Donald Trump. Netanyahou, c'est pas le premier, pas le dernier personnage à recevoir des insultes de la part du président américain lorsqu'il n'est pas satisfait avec quelque chose qui a été fait ou qui a été dit. De dire que Netanyahou s'est mal comporté avec lui parce qu'il a envoyé ses vœux au président Biden lorsqu'il a été élu, c'est tout simplement ridicule. Comment imaginez-vous un premier ministre israélien qui ne dirait pas bienvenue au nouveau président américain? Donald Trump dit, malgré le fait que Benjamin Netanyahou sait que les élections américaines ont été truquées, eh bien, il a félicité Biden pour son élection. Quoi? Les élections américaines étaient truquées? Quelqu'un vraiment pense à ça? Quelqu'un le croit? Non. Nous avons un nouveau président. Les relations entre les États-Unis et Israël sont extrêmement importantes. Et il ne viendrait à personne à l'idée que Netanyahou, qui était alors Premier ministre, n'envoie pas un télégramme de félicitations ou une vidéo de félicitations à Joe Biden. C'est tout simple que ça. Je crois que cela fait partie de la frustration de Trump. Il doit y avoir d'autres raisons, mais je dois dire que si on suit un peu la carrière politique de Trump, les 4 ans où il était président, eh bien, beaucoup de personnes ont compté des hauts et des bas avec lui. Et Netanyahou n'est pas le seul. Et je crois qu'il peut se consoler dans l'idée que généralement, Trump, après quelques semaines ou mois de réflexion, revient sur ses paroles et retrouve ses amitiés avec les gens qui l'apprécient. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à la visite de Benny Gantz aux États-Unis. Le principal dossier sur la table est bien sûr l'Iran. Le ministre israélien de la Défense qui a affirmé qu'il avait trouvé une oreille attentive de la part de l'administration américaine. Quelles options ont Israël et les États-Unis en cas d'échec des négociations concernant le nucléaire iranien ? Bien, c'est exactement le but de la visite de Benny Gantz aux États-Unis. Il faut aller un peu en arrière, il faut aller 3, 4, 5 semaines en arrière. Israël avait prévenu les États-Unis que les Iraniens n'étaient pas sérieux dans leur désir de négociation, qu'ils venaient à la table de négociation à Vienne, tout simplement pour essayer d'extraire le plus possible de compromis de la part des puissances européennes, l'Amérique, la Chine, la Russie, et eux, de ne rien donner. C'est-à-dire, ils sont venus pour gagner du temps. Pour continuer à enrichir leur uranium jusqu'à un point où ils arriveraient à avoir assez d'uranium pour produire une bombe atomique. Et nous les avions prévenus. Et il y a eu une certaine tension, un petit froid, une petite tension entre Bennett et Biden à ce sujet, parce que Bennett disait « Faites attention, les Iraniens ne sont pas sérieux ». Et les Américains ont dit « On va essayer ». Et évidemment, au bout de 4-5 jours de négociations, tout le monde a vu
que non seulement les Iraniens ne voulaient pas négocier, mais qu'ils sont même revenus sur leurs promesses qu'ils avaient faites en juin à l'ancien gouvernement iranien. Ils sont revenus sur toutes leurs promesses. Alors, tout le monde est parti à la maison et les Américains se sont dit « Ah, peut-être qu'Israël a raison ». Et là, ils ont invité Gantz à Washington pour justement parler « Que faites-nous si ces pourparlers n'aboutissent à rien ?» Et ce qu'on peut faire, évidemment, il y a quelques options. Vous pouvez faire des sanctions encore plus dures, encore plus mordantes que celles que nous avons maintenant, ou alors vous pouvez vraiment examiner l'option militaire. Alors, examiner l'option militaire, c'est un sujet extrêmement compliqué, car quand vous dites option militaire, vous pensez premièrement à Israël. Mais est-ce qu'Israël a à elle seule les moyens de prendre une option militaire comme ça? Est-ce qu'Israël n'aurait pas besoin? Pardon? Oui, d'ailleurs, juste, je voulais ajouter, compléter votre propos. Benny Gantz a demandé à Tsahal de se préparer opérationnellement face à l'Iran. C'était lors d'une conférence de presse, là, il y a très peu de temps, en Floride. Ah oui, absolument. C'est pas seulement se préparer, vous savez, les Américains ont une expression, je vais vous la dire en anglais. Put your money where your mouth is. C'est-à-dire, mettez votre argent sur ce que vous disiez. C'est quand on met de l'argent de côté pour faire quelque chose que ça commence à devenir sérieux. Alors, Israël a mis maintenant de côté, il y a de cela 2 semaines, 5 milliards de shekels. Ça fait presque 1,5 milliard d'euros. 5 milliards de shekels pour la préparation d'une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes. C'est beaucoup d'argent pour un petit pays comme Israël. Beaucoup d'argent. Mais il s'agit là d'un problème existentialiste. C'est pas si l'Iran a la bombe atomique, cela met en jeu l'existence même de l'État d'Israël. Donc, on ne peut pas économiser. On ne peut pas faire preuve d'avarice en disant non, nous avons d'autres priorités. Nous avons mis de côté, avant la visite de Gantz à Washington, pour prouver aux Américains, qui eux connaissent bien ce dicton en anglais que je vous ai dit, pour prouver aux Américains qu'Israël est sérieux. Et les Américains, aujourd'hui, sont convaincus qu'Israël est sérieux. Alors, à la fois, cela peut les embarrasser un peu, mais ça peut leur servir aussi de moyen de pression sur l'Iran. En disant aux Iraniens, vous ne négociez pas sérieusement, si ça continue dans quelques semaines, nous allons quitter la table des négociations, et alors vous aurez affaire à une opération militaire israélienne. Et quelle forme pourrait prendre cette opération militaire, Avi Pazner? Excusez-moi? Quelle forme pourrait prendre cette opération militaire, selon vous? Ben, écoutez, ça, je ne peux pas entrer dans les détails. Vous comprendrez bien, Laurence, que je ne peux pas entrer sans rentrer dans les détails. Mais... Bon, ça serait sous la forme d'une attaque envers les sites nucléaires iraniens. D'accord. Stratégique, bien sûr. Ce ne serait pas une attaque terrestre israélienne contre l'Iran. Nous sommes très loin. On parle ici d'une attaque de la part de l'aviation israélienne contre les sites nucléaires iraniens. Mais ne pensez pas, Laurence, que c'est la tâche facile. C'est extrêmement difficile. Premièrement, l'Iran est très loin d'Israël. Les installations sont à 1500, 1800 kilomètres d'Israël. Il faut y arriver. Il faut que les avions puissent retourner. Alors, il y a des installations iraniennes qui sont sur terre et il y en a d'autres qui sont dessous terre, enfoncées dans des montagnes ou à 200 mètres sous terre. C'est compliqué. Il faut des armes très spéciales.
Les Iraniens ont aussi une très forte capacité antiaérienne. C'est un des projets les plus compliqués auxquels Israël devrait faire face. Mais encore une fois, comme je vous le dis, puisqu'il s'agit d'une menace sécuritaire existentialiste, Israël, s'il n'y a pas d'autres possibilités, devra prendre ce risque. Mais le New York Times précisait que Israël avait consulté les États-Unis avant de mener des frappes secrètes contre une installation nucléaire iranienne. C'était au mois de juin. Donc Israël a déjà mené des frappes contre apparemment des installations nucléaires iraniennes. Si l'on en croit le New York Laurence, Times. Je ne peux pas vous le confirmer. Je sais que le New York Times est un journal extrêmement bien crédible, informé. Et bien informé, qui ne dit pas les choses à la légère, mais aucune source officielle israélienne n'a donné son aval à cette information. Vous lisez le New York Times, vous savez que vous lisez un journal qui a des sources bien informées en Israël, aux États-Unis, dans le monde entier, un journal qui n'écrit pas des bêtises et que quand il écrit quelque chose, c'est bien vérifié. Donc, moi, je ne peux pas vous le conformer, mais moi, je pense qu'il faut accorder le crédit au New York Times, qu'ils ont bien réfléchi avant de publier une nouvelle pareille. Alors, Avi Pazner, je rappelais en vous présentant que vous avez été ambassadeur à Rome. Et on a appris là il y a peu que selon des documents déclassifiés publiés par la presse italienne, les services de renseignement italiens disposaient d'informations précises concernant l'attentat de la synagogue de Rome. C'était en 1982. Des allégations connues depuis 13 ans, publiées à l'époque en Israël. Dans une interview au Yediot Aharonot que je vous livre, l'ancien Premier ministre Francesco Cossiga affirmait que l'Italie avait, je cite, « vendu ses Juifs ». Le marché était de laisser le groupe terroriste palestinien s'attaquer aux Juifs et à des cibles israéliennes pour protéger les autres intérêts italiens du terrorisme. Que penser de ces révélations ? Bien, premièrement, je vous dirais, puisque le président Cossiga, qui est décédé entre le temps, était un ami personnel à moi, il était président italien, mais il était très proche des services secrets italiens, très proche. Il appréciait beaucoup ces services et il savait beaucoup de choses. Et que quand moi, j'étais ambassadeur en Italie dans les années 90, j'ai eu l'occasion souvent de parler avec Francesco Cossiga de cet attentat et sans aller jusqu'à la clarté dont vont maintenant les journaux italiens, il m'avait souvent fait des insinuations qu'il y avait un deal entre le gouvernement israélien et les organisations terroristes. C'était alors l'OLP, c'était Arafat. Oui. Et aussi le Front de libération pour la Palestine de Georges Rabach. Qu'il y avait un deal entre le gouvernement italien et ces organisations que s'ils ne frappaient que des juifs ou des synagogues ou des installations juives, et par exemple n'attaquerait pas des avions israéliens ou des installations militaires italiennes ou civiles italiennes, eh bien, on fermerait un œil. Alors, c'est vraiment honteux de la part du gouvernement d'Italie d'alors. Cela a été il faut vous dire, Laurence, cela a été complètement changé. Quand Berlusconi est arrivé au pouvoir pour la première fois, il a immédiatement abrogé cette instruction au service. Mais il y avait vraiment un deal, et c'est un fait que les organisations terroristes n'ont jamais, au grand jamais, attaqué des installations civiles italiennes, seulement des
seulement des installations juives. Donc vous confirmez ces allégations. Avi Pazner. Oui. Avi Pazner, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. On vous retrouve dès dimanche prochain. Belle journée à vous.